Lorsque Mortarion, primarque de la Death Guard et ses fils rejoignirent les forces du maître de guerre Horus pour livrer bataille à l'empereur de l'humanité, seul un des membres de la Légion savait ce qui les attendait et le prix qu'il leur faudrait payer. Il s'appelait Calas Typhon, et comme nombre de ses frères d'armes, il avait été recruté sur le monde sauvage de Barbarus, qui avait vu grandir son primarque. Cette planète n'était cependant pas uniquement peuplée d'hommes, mais aussi de seigneurs inhumains qui les opprimaient. Dans sa jeunesse, Mortarion avait exterminé ces êtres maléfiques, mais leur règne cruel avait engendré de nombreux bâtards des deux espèces. Typhon était de cela. Il possédait de puissants pouvoirs psychiques qui lui permettaient de se déplacer à sa guise sur le monde brumeux de Barbarus. Si ces pouvoirs n'étaient que latents à l'époque de son incorporation, il ne tarderait pas à se développer. Calas Typhon est né sur l'effroyable monde de Barbarus, une planète toxique et marécageuse où les misérables petits humains concentrés dans des petites communautés fortifiées vivaient sous la domination et la terreur des seigneurs de guerre, une race xéno de nécromants aussi appelés les barbarins élus, qui les traitaient au mieux comme des animaux et au pire comme des proies et des rats de laboratoire. Ils régnaient du haut de leurs forteresses dans les montagnes comme des seigneurs féodaux et terrorisaient et utilisaient les humains pour leurs expériences maléfiques et nécromantiques. La mère de Typhon était humaine, mais son père était un seigneur de guerre, et à cause de cette filiation, il fut toujours rejeté par les autres. Un jour, alors qu'il n'était qu'un jeune homme trapu aux airs de renard, Typhon fut capturé avec d'autres humains, parqué dans des rampants à vapeur et emmené par les abominations de l'armée du plus puissant seigneur de guerre de Barbarus, Nécaré, le seigneur de guerre suprême. Alors que la caravane montait une falaise vers la demeure de Nécaré, telle une récolte pour les expérimentations effroyables dans les ateliers charnels du seigneur de guerre suprême, elle passa près d'un château lugubre dans lequel vivait un être étrange trouvé bien des années avant par Nécaré et adopté par ce dernier. Cet être était un humain incroyablement grand et à la force époustouflante, mais froid et aigri à cause des mauvais traitements de son père adoptif qui le rabaissait et l'utilisait pour faire la guerre à ses rivaux seigneurs de guerre. Cet homme étrange se nommait Mortarion. Quand le rampant à vapeur dans lequel se trouvait Typhon passa devant la demeure de Mortarion, elle dérapa hors de la route et se renversa dans le fossé, en crachant de la fumée. Du lit de chargement éventré descendit Typhon, vêtu de guenilles et secoué par des haut-le-cœur malgré le masque respirateur qu'il plaquait contre lui. Des groupes de golems se rassemblèrent pour le traquer alors qu'il aidait d'autres humains à sortir. Puis, Typhon vit de loin Mortarion qui assistait à la scène sur les murs de sa citadelle, et il courut dans sa direction, entraînant les autres derrière lui pour y chercher refuge. Mais le jeune homme se retrouva face au golem sur ses talons et envoya une onde psychique dans l'air autour de sa main qui fit tomber un des golems au sol, avant de faire apparaître des serpents lamproies blanches et fines, jaillissant du sol et lui dévorant les jambes. Typhon sortit un morceau de métal rouillé de sous son gilet et se battit pour sa vie, mais il fut lacéré par les griffes des golems. Sa vie aurait pu s'arrêter là, mais il fut sauvé par Mortarion, qui abattit de son pistolet les abominations. Le primarque sortit de sa demeure par la suite et rejoignit Typhon, affrontant les monstres de son père adoptif, ce qui en fit alors un traître aux yeux de Nécaré, liant sa destinée à l'humanité. Une fois les golems éliminés, Typhon remercia Mortarion de son aide. Puis une sirène de guerre retentit, annonçant l'arrivée de Nécaré qui descendait de son sommet. Typhon fut invité par Mortarion à partir avec ses compagnons, mais il refusa de l'abandonner, lui proposant de partir avec lui dans le bas de la vallée avant que le jour ne se lève. Mais Mortarion rétorqua qu'ils se feront attraper et qu'il allait se battre pour leur faire gagner un temps précieux.
Inventif, Typhon alla manier des conduites d'alimentation d'un rampant à l'arrêt, et le carburant se mit à fuiter des valves de surcharge ouvertes qui inonda le pont qui les séparait des armées de Nécaré. Puis, Mortarion tira dans le carburant répandu, provoquant une explosion qui éventra le véhicule dans une boule de feu et causant la chute des cascades de pierres qui bloquèrent le col. Puis Typhon partit avec son nouvel ami, débutant avec Mortarion un duo qui allait marquer l'histoire de Barbarus. Avec Mortarion, Typhon rejoignit une bourgade de 200 âmes qui s'appelait la Taille des Leurs, une petite communauté d'agriculteurs dans une vallée. Beaucoup avaient peur de Mortarion, mais aussi de Typhon à cause de ses pouvoirs psychiques. Finalement, le jeune homme trouva refuge avec le primarque dans une étable à l'abandon en bordure du village, les habitants leur donnant du bois pour faire un feu et de la nourriture. Ils attendirent des jours que Nécaré les attaque, ce qui finalement n'arriva pas. Typhon en profita pour apprendre à Mortarion que les sons étranges qu'il entendait dans le village étaient des chansons, et les sombres origines qui étaient les siennes. Il lui proposa de quitter le village, car beaucoup d'habitants les rejetaient, mais Mortarion préférait commencer à mener une révolte contre les maîtres de Barbarus, rejoignant les moissonneurs et s'engageant dans les champs pour les aider à gagner leur confiance peu à peu, allant jusqu'à sauver une enfant coincée sous une charrette. Mais Typhon apprit que des ennemis approchaient, ce qui se confirma lorsqu'une forme noire, parée d'une cape, se dressa depuis les épis de blé subitement noyés par un brouillard qui encercla le village, et fila à travers l'air en silence, en décapitant l'un des villageois. D'autres formes spectrales se dessinèrent dans les profondeurs du banc de brouillard. C'était l'assaut d'un seigneur de guerre nommé Désalem, un vassal de Nécaré, à la tête de soldats golems. Typhon se battit, mais le combat tourna court lorsque le primarque trouva et tua Désalem. La guerre de libération de Barbarus avait commencé, et Typhon allait être un de ses principaux commandants. Calas Typhon devint le bras droit de Mortarion durant la guerre contre les seigneurs de guerre. Ensemble, les deux compagnons inspirèrent les humains à se libérer de l'oppression et organisèrent la guerre contre les monstres qui terrorisaient leur vie. Durant ce conflit, Typhon était devenu le frère d'armes du primarque, dorénavant connu sous le nom de Faucheur d'hommes, et ensemble, ils levèrent une armée de soldats endurcis, unis dans leur haine des seigneurs de guerre. Une armée avec pour symbole un crâne qui représentait l'ombre de la mort qui pesait sur les soldats et était à la fois leur allié, tandis que l'astre à 6 pointes était supposé symboliser la lumière de cette nouvelle liberté. Cette armée fut baptisée la Death Guard. La première véritable cité libre de l'histoire de Barbarus fut un fort de brigands qui allait devenir la base des opérations de la nouvelle Death Guard de Mortarion. Fort sûr, un symbole pour tous ceux qui luttaient et un lieu où les humains pouvaient marcher sans peur, sachant que ces hauts murs de pierre, ces portes de fer imprenables et les fusils des guerriers sur les remparts repousseraient tous les raids punitifs. Des battues cruelles furent organisées pour éliminer un à un les seigneurs de guerre, et lentement, inexorablement, la situation se renversa sur tout Barbarus, et l'espoir, ou du moins ce qui s'en rapprochait, apparut. Après 8 années de conflit, la victoire était quasiment acquise, les seigneurs de guerre quasi tous exterminés, tous, à part Nécaré, le plus puissant de son espèce, et père adoptif de Mortarion, qui régnait dans une citadelle située en haut de montagnes dont la toxicité de l'air empêchait tout humain, même Mortarion, de monter. Calas Typhon revint à Forsure, victorieux d'une campagne contre un seigneur de guerre nommé Volcral, un vassal de Nécaré qui fut abandonné à son sort par ce dernier. Là, il écouta le plan de Mortarion pour survivre dans l'environnement toxique des hauts sommets et atteindre le seigneur de guerre suprême. De nouvelles armures complètement étanches, où aucune toxine ne pouvait affecter celui qui la portait. Ainsi équipé, Mortarion ambitionnait de mener une escouade d'élite de la Death Guard afin d'aller tuer Nécaré dans son antre. Typhon proposa un autre plan, une autre idée. Il avait capturé Volcral et l'avait enfermé dans une cage dans l'espoir de lui arracher le secret de sa magie, et créer des golems afin de se constituer une armée capable de prendre d'assaut en masse le domaine de Nécaré. Mais déjà, Mortarion détestait toute forme de sorcellerie, notamment psychique, et refusa le plan de Typhon tout en lui ordonnant de tuer Volcral.
Le seigneur de guerre tenta alors d'offrir son savoir à Typhon en échange de la vie, mais il fit l'erreur d'évoquer l'élimination de Mortarion, ce que Calas Typhon refusait de commettre. Il tua alors Volcral. Après des mois de préparation et d'entraînement d'endurance, Typhon et Mortarion prirent la tête d'une petite troupe équipée d'armures étanches, et ils montèrent dans le brouillard toxique vers le château de Nécaré, situé dans les monts de l'Échine. En chemin, ils se retrouvèrent devant les ruines de l'ancienne demeure de Mortarion, là où Typhon avait rencontré le primarque. Soudainement, il subit un bombardement de dizaines de boules de feu depuis les remparts du château de Nécaré. Des projectiles incendiaires, d'où des silhouettes humaines avec des griffes noires sortirent en chancelant, avant de se jeter sur lui et ses compagnons. Mortarion ordonna de foncer vers le château de Nécaré afin d'éviter d'être touché par l'intense bombardement, mais Typhon s'y opposa, ramenant le faucheur d'hommes à la vérité en lui rappelant que Nécaré voulait justement le provoquer pour lui faire prendre des décisions irréfléchies. Mais devant le bombardement sans fin, les armures furent endommagées, forçant une retraite précipitée, retournant défaits à forçure. Typhon, Mortarion et les autres guerriers eurent la surprise de retrouver ce lieu vidé de ses habitants, avec seulement un messager étant resté pour les accueillir et leur apprendre une incroyable nouvelle. Dans le village de la Taille-des-Leurs, un aigle était arrivé. L'aigle était un vaisseau en métal lustré et d'or, avec une coque principale effilée fusionnant de manière lisse avec de larges ailes inversées et des surfaces portantes ventrales. Posé sur les vestiges des champs, au dehors des murets écroulés du village de la Taille-des-Leurs, Typhon parvint à y déchiffrer les mots à haute voix et de manière hésitante. Ave Imperator. Aux côtés de Mortarion, Typhon s'avança vers le vaisseau, vers la seule entrée visible, afin de rencontrer un être que les habitants de Barbarus appelaient l'étranger, et dont la venue piquait sa curiosité bien que méfiant. Après tout, cet étranger apparaissait de nulle part le jour même qui aurait dû être le triomphe de Mortarion. Pénétrant dans le vaisseau avec le primarque, il vit assis à une table des dirigeants du cadre de soutien civil, aux côtés des guerriers de la Death Guard que Mortarion avait laissés en charge à sa place. Et avec eux se trouvait un être parfait qui posa ses yeux sur lui. Typhon s'en retrouva paralysé tant était grande la force de ce regard, un regard sombre, à la fois clair et sans fond, et qui paraissait ancien. Typhon s'était soudain senti devenu transparent et il retint son souffle, et une tension lui vint dans les muscles des jambes. Un réflexe instinctif de vouloir s'agenouiller qu'il dut réprimer de manière bien consciente. Puis l'étranger en lourde armure d'or s'avança devant Mortarion, se présentant comme un ami et affirmant qu'il était à sa recherche, proposant que Barbarus intègre l'Imperium et ainsi de bénéficier de ses technologies. Mortarion rejeta les propositions de l'étranger qui alors lui proposa un défi. Mortarion devait éliminer Nécaré de sa main et alors il partira pour toujours. Mais s'il échouait, alors Barbarus rejoindrait l'Imperium et Mortarion et sa Death Guard lui jureront allégeance. Le primarque accepta ces conditions et alors qu'il partait chercher une nouvelle armure étanche, Typhon lui demanda de rester, considérant qu'il marchait vers une mort certaine. Mortarion l'ignora et lui ordonna de l'attendre, lui promettant qu'à son retour, les choses changeraient. Typhon regarda partir son frère d'armes, en lui souhaitant bonne chance. Mais Mortarion échoua, car bien qu'ayant atteint la citadelle de son père adoptif, il était sur le point de périr sous les coups de Nécaré et le poison environnant avant d'être sauvé au dernier moment par l'étranger, qui n'était nul autre que l'empereur de l'humanité, qui tua de son épée le seigneur de guerre suprême. Mortarion, plein de rancune, accepta néanmoins de se soumettre, et recevant le commandement de la 14e Légionesse Astartes, les Dusk Raiders, qu'il rebaptisa la Death Guard, ouvrant un nouveau chapitre dans la vie de Calas Typhon. Lorsque l'empereur a récupéré son fils Mortarion, perdu dans les brumes toxiques de Barbarus, et l'a réuni avec les guerriers surhumains nés de sa semence génétique, Typhon a été parmi ceux qui ont été choisis pour rejoindre leur rang. La citadelle de son clan avait été visitée par les apothicaires de la nouvelle légion de Mortarion, et lors de leurs évaluations, la force intérieure de Typhon avait transpiré.
Les processus ésotériques par lesquels Typhon est devenu membre de la nouvelle légion de la Death Guard sont perdus, même pour sa mémoire. Mais lorsqu'il a appris que sa légion rejetait l'utilisation des pouvoirs psychiques, Typhon a rapidement appris à supprimer son potentiel. Son primarque Mortarion désapprouvait l'utilisation de ces tactiques obscures, les considérant comme une béquille indigne des vrais guerriers. Au lieu de cela, Typhon s'est rabattu sur la volonté de fer et l'endurance robuste qu'il avait vu surmonter les événements de son enfance tumultueuse. C'était en soi une ressource remarquable. Typhon avait survécu à tous les autres lors des essais de toxines et de concours d'endurance marathoniens organisés par sa légion naissante. Sa force d'esprit et de corps était telle que Mortarion a rapidement favorisé Typhon par rapport à tous les autres, l'élevant au rang de premier capitaine de la légion de la Death Guard. Un tel honneur n'a pas échappé aux guerriers stoïques. Si Calas Typhon a pu gagner un poste aussi glorieux sans même faire usage de ses capacités cachées, il était vraiment destiné à la grandeur si les circonstances venaient à changer. Alors que les mondes errants de la galaxie étaient mis en conformité, Typhon se distingua encore et encore. Il devint d'abord chevalier, puis roi guerrier qui contribua grandement au succès de sa légion dans la Grande Croisade. La capacité de Typhon à ignorer les effets néfastes des zones de guerre hostiles et des armes ennemies était devenue une légende souvent évoquée. Pendant les guerres tribales de Rotric IX, il perdit son arme et reçut un coup de massue sur le côté de la tête qui aurait pu tuer un homme de moindre importance. Mais cela ne fit qu'entraîner Typhon dans une rage froide qui le vit tuer tous les guerriers tribaux des environs en utilisant seulement une courte barre de fer. Il a sauvé de façon désintéressée la vie d'une escouade de Sœurs du Silence sur Madrigoul en se jetant sur une grenade crack défectueuse, et après moins d'une semaine à l'Apothicarium, il s'est acquitté de son service actif une fois de plus. Même la confrérie du linceul, les 49 guerriers triés sur le volet qui servaient de garde d'honneur à Mortarion, étaient impressionnés par l'étrange force d'âme de Typhon. Bien qu'aucun n'en ait parlé ouvertement, les guerriers de la Death Guard obéissaient à Typhon par crainte et par respect. C'est avec la légion des Worldbearers que Typhon a appris que les légionnes Astartes devaient suivre un chemin différent, un avenir où ses capacités psychiques durement gagnées seraient une source de grandeur plutôt qu'un tabou à cacher. Le premier chapelain des Worldbearers, Erebus, a fait découvrir à Typhon les secrets des loges guerrières qui avaient commencé à se répandre dans les légionnes Astartes. C'est à cette époque que Typhon a eu un aperçu de ce que les Space Marines pourraient vraiment devenir s'ils se libéraient du joug des ambitions de l'empereur. C'est là que Typhon deviendra, on ne sait comment, un fidèle du père des contagions. Sur le chemin qui allait le mener vers Mortarion, et alors que les Résidorus touchaient à sa fin, Typhon apprit d'Erebus, par des moyens inconnus, que son monde Barbarus avait été détruit par les Dark Angels de Lionel Johnson, sa planète natale ayant été fissurée sous un bombardement d'ogives tueuses de planètes. Puis il rallia le monde Forge d'Inix, où se trouvaient Mortarion et le reste de la Death Guard qui commettaient un holocauste. Typhon se téléporta dans la haute citadelle de ce monde, et dans laquelle son primarque affrontait le maître de cette planète, un cerveau connecté dans une cuve cylindrique flottant par-dessus l'assise de l'ersatz d'un trône, et se nommant le Magister Superex Nalthusian le 45e. Cette chose était un psyker qui mit à mal Mortarion grâce à une rafale de force qui souleva le Seigneur de la Mort. Constatant les difficultés de Mortarion, Typhon trancha de sa faux le Magister Suprex en deux. Il retrouva Mortarion après des années de séparation, sa peau désormais tirée et les dents jaunies. Le primarque lui demanda alors la raison de son retour après tout ce temps, et a raison. Calas resta flou, se contentant d'affirmer que la Death Guard était à nouveau entièrement réunie alors que l'acte final de l'hérésie d'Horus approchait. Ils sortirent de la citadelle d'Inix qui fut peu après détruite par des charges explosives de géoformation. Le premier capitaine et Mortarion discutèrent, Typhon expliquant qu'au début de l'hérésie d'Horus, il n'était pas certain du chemin qu'il devait prendre, de son chemin. Puis ils évoquèrent Barbarus, se promettant de faire payer aux Dark Angels la destruction de leur monde et de châtier Caliban. Là, Typhon fit une étrange requête à Mortarion,
lui demandant d'amarrer sa barge de bataille Greenheart au terminus Est, au lieu de rejoindre l'Endurance, soi-disant pour combler les fossés qui s'étaient creusés entre sa flotte et le reste de l'armada de Mortarion. Le primarque accepta, et l'objectif ne serait ni plus ni moins que Terra pour la bataille finale. Puis, le terminus Est entra dans l'Empyrée avec le reste de la flotte de la Death Guard, vers l'Enfer. Une fois la flotte entrée dans le Warp, Typhon scruta une lentille d'un projecteur et informa Mortarion que lors de la translation de la flotte, les capteurs de scrutation avaient enregistré une décharge inattendue d'énergie. Tous les vaisseaux de la flotte de la Death Guard avaient subi une asphyxie générale, de même que le Primarque, avec des milliers de morts parmi les serfs, et que certains des ponts inférieurs avaient été ouverts sur l'extérieur par des membres d'équipage qui avaient déverrouillé les sas bien que les champs de Geller étaient intacts. Mais les informations des vaisseaux de la Légion annoncèrent qu'une confrontation armée sur les ponts des machines de l'Endurance avait eu lieu, et que 3 vaisseaux dans l'élément de tête s'étaient autodétruits durant le phénomène d'asphyxie généralisée. Calas Typhon affirma que tout cela était l'œuvre de saboteurs et qu'il allait mener l'enquête dans toute la flotte avec ses Death Guard possédant des talents psychiques, ce que Mortarion accepta avec réticence. Typhon retrouva Mortarion sur le pont du terminus Est, ses sentinelles sépulcrales amenant devant le Primarque les navigators de son vaisseau. Le premier capitaine affirma que les navigators étaient des traîtres, ayant saboté des vaisseaux de la flotte sur ordre de Malcador le Sigillite, bras droit de l'empereur, grâce à des glyphes psychiques codés sur des diamants hololithiques qu'il aurait trouvés dans tous les vaisseaux qu'il avait fouillés, cachés dans le Navis Sanctorum, là où les navigators officiaient certains vaisseaux. Les navigators qui hurlaient leur innocence furent exécutés sans cérémonie, ce qui fit hurler Mortarion de rage, car sans navigator, il était impossible de guider les navires dans l'Empyrée. Typhon prétendit que lui et ses psychers pouvaient remplacer les navigators, ce que Mortarion, n'ayant plus le choix, accepta. L'étape suivante de son plan pouvait alors commencer. Typhon plaça ses hommes au poste des navigators assassinés, s'adonnant à des rites occultes, ce qui révulsa Mortarion quand il alla le retrouver dans le Navis Sanctorum, malgré les assurances de Typhon qui le faisaient pour le bien de la Légion. Il avoua avoir néanmoins entretenu un librarius parallèle, malgré les interdictions de Mortarion et l'édit de Nikéa, mais promit à son frère d'armes de Barbarus qu'il allait lui offrir la force qu'il recherchait depuis toujours, une force infinie et éternelle. Évoquant les recherches obscures et secrètes sur la sorcellerie entreprises par le faucheur, recherches qu'Erebus lui avait appris avant ses retrouvailles avec son père génétique. Il affirma avoir trouvé l'illumination, puis sortit une paire de petits récipients à boire, remplis d'un liquide visqueux et noir comme de l'encre, et en but un avec Mortarion comme la tradition de la Death Guard l'exigeait. Plus tard, un Death Guard tomba gravement malade, Raeb Zuriek touché par une maladie. C'était inconcevable pour un Space Marines, qui plus est dans une légion connue pour être très endurante. Zuriek se transforma en un être ravagé par une fièvre terrible, vomissant un torrent liquide grotesque de bile noire et visqueux, hurlant de douleur et secoué de spasmes incontrôlables avec des centaines de bubons incolores sur sa peau, tous groupés par 3, alors que des larves étaient en train d'éclore dans la bile répandue sur le pont avant que des mouches ne se mettent à voler. Une contagion avait alors commencé, touchant peu à peu tous les Death Guard de la flotte. Mortarion était désemparé devant cette peste destructrice. Typhon lui affirmait que c'était l'œuvre des loyalistes. Mortarion lui ordonna de trouver un moyen de revenir dans l'univers matériel, alors qu'un de ses vaisseaux, le Cold Rain, implosa dans le Warp après avoir tenté de revenir dans le Matérium. Typhon continua à propager cette cauchemardesque maladie alors que le Primarque forgea un pacte avec Ignatius Grulgor, gardé enfermé et revenu d'entre les morts par les bons soins de Nurgle, transformé en une horreur bouffie de maladie et presque aussi grand qu'un Dreadnought. Mortarion voulait utiliser Grulgor pour forcer Typhon à lui obéir de gré ou de force, ce qui fit dire à Grulgor que Typhus avait déjà une nouvelle allégeance, ce que le Primarque ne comprenait pas. Typhon se retrouva de nouveau face à un Mortarion furieux et entouré de son linceul dans le sanctorum du terminus Est, le vaisseau étant lui aussi peu à peu contaminé par la maladie. Dans le sanctorum envahi par le parfum de l'ancienne Barbarus, capturé et recréé,
Typhon écouta son père génétique sous peine de mort en cas de refus. À cet instant, Calas Typhon ressemblait à une version fantomatique de son ancien lui, d'un teint pâle et cadavérique, bien plus blanc que chez le commun des barbarins, son armure toute sale de sang et d'immondices, comme s'il avait rampé dans les égouts d'un abattoir. Typhon admit avoir menti à Mortarion sur les navigators et qu'il avait préparé ses horreurs avec soin afin de montrer à Mortarion le pouvoir de grand-père. Le seigneur de la mort lui tira dessus, calcinant son armure et sa chair, mais les effets de l'arme à rayons avaient été atténués par quelques moyens invisibles. Un duel s'engagea finalement entre les deux anciens compagnons d'armes, Typhon évitant de peu un coup qui lui aurait tranché le bras, et sans avoir donné aucun ordre manifeste, les sentinelles sépulcrales engagèrent le combat avec les gardes du corps du primarque. Typhon et le primarque se tournèrent autour, testant la défense de l'autre, échangeant des coups qui gagnèrent rapidement en tempo et en dangerosité. Mortarion réussit à briser la faux de Typhus avant de l'empaler au niveau du ventre, et en tranchant ses deux cœurs d'une seule entaille. Typhus s'effondra sans vie, mais il se releva très vite, affirmant qu'il ne pouvait pas être tué. Il arriva sur Mortarion à une vitesse impossible, une dague dans la main, l'arme qu'il avait le jour où il avait rencontré Mortarion la première fois sur Barbarus, qu'il tenta de plonger vers le cou du primarque. Mais il fut détourné, trouvant un des interstices entre les plaques d'armure du Seigneur de la Mort et perçant à travers l'épaisse combinaison en dessous, comme si cela n'était rien, la pointe de la lame mordant dans la chair. Mortarion tituba plein de souffrance. Typhon retira la faux du faucheur de son ventre avant de la jeter à Mortarion, des boucles d'intestin distendus et des organes carcinomateux pendant mollement de l'entaille. Mortarion pressa le bouton d'une fine baguette de métal qu'il portait sur lui avant de la jeter aux pieds de Typhon. C'était une balise de téléportation et Grulgor se matérialisa dans le Sanctorum, recevant l'ordre de Mortarion de détruire Typhon. Grulgor se mit à étrangler le premier capitaine qui suffoqua avant de se mettre à rire avec Grulgor, ce dernier avouant à Mortarion que son serment envers le dieu de la pestilence passait avant tout pacte conclu avec lui. Puis Typhon et Grulgor se soumirent à l'accolade. Grulgor ouvrit les bras bien grands, renversa la tête pour exposer la large masse purulente de son goitre bouffi, sa chair remuant comme si quelque chose était pris au piège en dessous et essayant d'en sortir. Typhon projeta un mur de force invisible vers Mortarion qui s'était élancé vers eux pour les abattre. Puis, Calas Typhon se jeta à la gorge de Grulgor et la lui arracha de ses mains nues, provoquant l'apparition d'un ouragan de mouches luisantes, qui jaillirent et l'engloutirent, se ruant avec assez de force pour le faire tomber, tout en dévorant tous ceux présents dans la pièce et mordillant le primarque sur chaque centimètre carré exposé de sa peau. La nuée laissa les corps desséchés des morts derrière elle et retourna vers le centre du Sanctorum. Alors qu'Ignatius Grulgor était en train de se dissoudre, les mouches tournèrent autour de Typhon avant de plonger soudainement à l'intérieur de lui, s'enfonçant par la grande plaie que la faux de Mortarion lui avait laissée et plongeant par sa bouche ouverte. Le corps de Typhon se mit à remuer, se tordit et se distendit pour faire de la place à la transformation qui le dévorait de l'intérieur. Son dos s'enfla au milieu du craquement des os et de la céramite, et des tubes denses de cornes fissurées y poussèrent, chacun crachant des nuages de mouches comme la fumée serait montée d'une cheminée. Typhon frissonna et des morceaux de chair morte et grise se détachèrent pour révéler une floraison de nouveaux muscles pourrissants. Il devint impossible de discerner où s'achevait son armure et où débutait la matière putride qui le constituait. Enfin, dans un craquement repoussant de cartilage, une protubérance de cornes tordues poussa sur le visage enflé du premier capitaine. Typhon était devenu une ruche pour ces choses, un nid vivant pour ce nuage de contagion. Et cette fois Calas Typhon était bel et bien mort, mais Typhus était né. La transformation achevée, le nouvel héros de Nurgle avoua qu'il avait prévu tout ce que Mortarion allait faire, et que sa destinée était d'être remodelée. Le primarque partit, désespéré, comprenant que la Death Guard allait être changée à jamais. Il se retrouva dans la baie de l'espace du Terminus Est, ouvrant les lourdes portes qui l'isolaient du Warp, avant de se retrouver devant Nurgle, qui le transformera alors en prince démon.
Les Space Marines de la Death Guard malades devinrent des Marines de la peste et les esclaves du dieu des épidémies. Et une fois leur transformation achevée, la flotte apparut dans le monde matériel, proche d'une planète où tout allait se jouer, et déjà encerclée par la flotte d'Horus, Terra.